Bonsoir tout le monde. Cyril Grosjean, je fais partie de ForgeRock. En 2 mots, ForgeRock, c'est une petite société de 400 personnes environ, issue en fait du rachat de Sun par Oracle. Sun faisait quelques logiciels open source, et donc les gens de ForgeRock en fait étaient des anciens de Sun qui ont décidé de reprendre ces logiciels plutôt que de les laisser mourir. En 2 mots. Aujourd'hui, donc je vais vous parler d'UMA, d'Identity Management et d'IoT. Si on fait un constat aujourd'hui du monde de l'IoT, on pourrait avoir fait un salon récemment à Lyon. Voilà, je peux encore vous dire que c'était encore tout à fait le cas. On a pas mal de... C'est mieux, merci, pardon. Bon, on recense régulièrement en fait des failles de sécurité. Bon, heureusement, en général, elles sont détectées avant que les solutions soient poussées en production, mais parfois non. Et voilà, je vous en ai recensé quelques-unes. Bon, ce qui se passe généralement avec l'IoT, c'est que les objets, évidemment, ont des capacités de calcul qui sont limitées, une énergie limitée. Donc on va avoir du mal à installer dans ces objets de l'intelligence pour faire des vérifications de type antivirus ou autre. Ce qu'on constate également, c'est que beaucoup de constructeurs n'ont pas forcément d'expérience dans le monde de la sécurité, comme ça peut être le cas par exemple dans le monde classique de l'informatique. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a des solutions propriétaires qui sont mises en œuvre, ou des solutions qui ne sont pas vraiment éprouvées, qui sont mises sur le marché avec des mots de passe codés en dur ou ce genre de choses. Du coup, ça ouvre pas mal de possibilités pour les hackers. L'autre problème en fait, de l'IoT, toujours sur les aspects sécurité, c'est le manque de standards entre les réseaux, et qui en fait conduit là aussi les constructeurs un petit peu à partir sur chacun leur propre solution. Et voilà, le fait d'avoir comme ça des solutions disparates, ça ouvre des brèches aussi. Ça pose aussi le problème des objets transitoires. Donc on a beaucoup de cas de figure où en fait les gens se promènent avec un objet et puis se pose le problème de la détection de cet objet. Tant qu'il n'est pas détecté, potentiellement, la personne qui le possède peut faire un petit peu n'importe quoi avec. Et là encore, il n'y a pas tellement de standards admis dans ce domaine-là. Autre problème, c'est la difficulté à appliquer des patchs. Donc soit c'est une difficulté technique, hein, là encore parce qu'on a des objets qui ne sont pas vraiment faits pour ça. Ça peut être des problèmes de bande passante, le fait qu'il n'y ait pas d'écran. Et puis, c'est aussi souvent perçu comme une contrainte par l'utilisateur, le fait d'avoir à mettre à jour régulièrement des objets connectés. Pensez à vos PC. Est-ce que vous les mettez tous à jour en permanence? Donc, sachant qu'en 2008, on estimait qu'un PC branché sur le réseau, s'il n'était pas protégé ou patché, il était hacké en 15 minutes en moyenne. Donc, c'est vraiment une nécessité. Ce qu'on remarque aussi de temps en temps, c'est que les objets connectés en fait, transportent des données qui sont non chiffrées, qui diffusent des données non chiffrées, qui stockent parfois également des données non chiffrées. Donc là encore, ça peut être vraiment problématique suivant les données utilisées. Voilà. Le dernier problème, c'est la diffusion d'informations sans restriction. On est tombé sur des bornes qui en fait étaient capables de capter de l'information et de la diffuser à tout va. Donc là encore, c'est quelque chose qui peut évidemment poser des problèmes de sécurité. Donc je vous ai recensé quelques failles de sécurité plus ou moins connues sur lesquelles il y a eu pas mal de buzz. Donc les webcams intégrées par exemple dans les téléviseurs, la prise de commande de véhicules à distance, surtout les voitures, mais il y a eu un cas également avec un avion. Bon, tout ça c'est en test, mais ça a été prouvé que la sécurité était pas au top. L'éclairage domestique ou l'éclairage urbain également. Par exemple, je peux vous citer le cas d'un constructeur d'ampoules qui avait imaginé en fait un système pour équiper la totalité de la maison, où à partir d'une ampoule maître, les informations sur les codes Wi-Fi domestiques étaient diffusées aux autres ampoules, ainsi que toutes les informations de luminosité. Donc on imagine bien qu'à partir de l'ampoule maître, on pouvait facilement prendre la main sur le réseau domestique. De même avec les thermostats ou les portes connectées, on a ce genre de problème également. Plus critique, les appareils médicaux, les pacemakers, les pompes à insuline. Alors ça, ce sont des exemples qui ne sont pas en production aujourd'hui. Mais voilà, il y a des gens qui réfléchissent à avoir ce type d'objet connecté. L'idée, par exemple, c'est de pouvoir détecter en amont, le plus tôt possible, une défaillance dans ce genre d'appareil. Donc c'est quand même pratique de pouvoir faire en sorte que ces objets soient connectés, mais moyennant certaines conditions. Dernier problème en fait que pose l'IoT, c'est l'accès aux informations privées. Typiquement, à partir du moment où je suis capable de rentrer sur votre réseau domestique,
potentiellement, je peux avoir accès à vos photos et j'en passe. Différentes solutions, évidemment, pour contrecarrer tous ces problèmes de sécurité. Bon, évidemment, on va d'abord penser la sécurité dès le développement et l'embarquer autant que faire se peut, mais ce n'est pas toujours possible d'embarquer la sécurité dans des objets connectés. Donc on a des choses qui sont plus traditionnelles dans le monde informatique en général, qui sont d'empêcher l'analyse statique ou dynamique du code, la détection de modifications. Ce sont des choses assez classiques. On peut prendre des mesures beaucoup plus larges, comme le principe d'immunité collective, qui est en fait le fait de se dire, moi je ne peux pas protéger tous mes objets, il y en a trop, ils sont trop hétérogènes, mais je peux au moins essayer de viser un certain minimum d'objets protégés de façon à protéger justement ceux qui ne sont pas équipés ou qu'on ne peut pas facilement protéger. Dernière chose qu'on peut faire en termes d'amélioration de la sécurité dans l'IoT, c'est de mettre en œuvre une plateforme de gestion des objets. C'est-à-dire que les objets connectés, il faut forcément des solutions pour les gérer, pour les rentrer sur le réseau, pour garantir la sécurité des échanges entre les objets, les authentifier, donner le pouvoir aux utilisateurs de contrôler leurs objets, les données qui transitent par ces objets, qui a accès à ces informations-là. Ce qu'on a envie, c'est d'avoir une plateforme qui soit évidemment la plus standard possible, étant donné l'hétérogénéité des solutions. On a besoin vraiment d'avoir des standards pour essayer de fédérer un petit peu tout le monde, et puis également limiter les risques de sécurité. Bon, on a besoin évidemment d'avoir des plateformes qui soient extrêmement scalables. Je peux vous donner un exemple, par exemple, qui est celui de TomTom. TomTom, depuis 2004, ils ont déployé 78 millions d'assistants personnels de navigation. Sans compter depuis la possibilité qui vous est offerte en fait, de partager des informations avec votre TomTom depuis votre tablette, depuis votre mobile, depuis votre PC. Et puis également, ils sont capables d'équiper maintenant directement les véhicules. Donc on est plutôt dans les 500 millions d'objets connectés, rien que pour TomTom, que 78 millions. Donc voilà, souvent, dès lors qu'on a affaire à des consommateurs, en fait, le nombre d'objets connectés à gérer, il croît extrêmement rapidement. Et du coup, on a besoin de solutions extrêmement performantes derrière pour gérer tout ça. Et puis, dernière chose, on a besoin évidemment d'avoir des plateformes agiles, puisque c'est un monde qui est en effervescence, forcément. Et du coup, il faut être capable de réagir rapidement. Et donc d'avoir des solutions agiles, très modulaires, c'est beaucoup plus pratique pour cela. Alors, deux types d'architecture que l'on retrouve dans tout ce qui est solution de gestion des objets. Soit on va avoir affaire à des objets connectés intelligents, voilà, des voitures, des TomTom, des montres, des écrans de télé. Bon, des objets en général qui sont assez volumineux dans lesquels on peut embarquer de la technologie. Donc, ce sont des objets qui sont en général directement connectés au réseau en permanence, qui supportent HTTPS, donc on peut les considérer plus ou moins comme des PC, et donc on peut faire assez facilement ce qu'on veut avec. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec ces objets, les déclarer auprès d'une plateforme de gestion pour pouvoir, par exemple, démarrer une garantie. Ça peut être également utilisé pour contrôler le transfert d'informations entre les objets, et puis lier l'utilisateur aux objets qu'il possède. Parce qu'on n'a évidemment pas envie que tout le monde puisse prendre le contrôle de votre voiture, par exemple. Donc, deuxième type d'architecture, pour les objets plus légers. Donc là, on va faire appel à une passerelle. Donc, par exemple, il y a pas mal de solutions qui existent sur le marché. ARM, donc le constructeur de puces pour les mobiles, ont une plateforme de type gestion d'objets IoT avec une passerelle comme ça, qui fait le lien entre ces objets et donc les différents protocoles bien connus. Bon, il y en a d'autres, ce sont quelques exemples seulement, d'un côté, et puis donc les solutions de gestion des objets de l'autre. On retrouve des choses bien connues des développeurs, du REST, du JSON, des API, O2, OpenID Connect, OIDC, pour ce qui est du contrôle des échanges entre ces objets. Voilà pour un petit tableau rapide de la sécurité et de la gestion de la sécurité informatique de l'IoT. Et UMA dans tout ça. Donc, UMA, qu'est-ce que c'est? User Managed Access. En deux mots, on peut appeler ça le consentement 2.0. Typiquement, quand vous êtes sur une application qui vous demande d'accéder à votre compte Facebook ou d'accéder à votre compte Google, donc vous allez chez Facebook ou chez Google, et puis là, vous devez donner votre consentement à Google ou à Facebook pour que l'application puisse accéder à vos ressources. Donc chacun fait ça à sa sauce. UMA permet d'une part de centraliser cette gestion-là, d'avoir une plateforme unique qui va pouvoir dialoguer avec Google, Facebook, Twitter et ainsi de suite, pour pouvoir justement centraliser la gestion des accès. Deux autres exemples que je peux vous donner. Donc un projet pilote qui a démarré l'année dernière avec DHL, Amazon et Audi,
L'idée, c'est de pouvoir donner l'accès temporaire au coffre de voiture, soit pour déposer un colis, soit pour le retirer. Donc là, l'objet connecté, c'est la voiture, et grâce à UMA, en fait, le propriétaire est capable de déléguer finalement l'accès à son coffre momentanément au livreur. Voilà. Autre cas d'usage auquel Airbnb réfléchit, eh bien, c'est la capacité, dès lors que vous allez faire une location via Airbnb, ça va activer en fait toute la domotique de votre location et la désactiver lorsque votre location se termine. Voilà. Donc, en gros, UMA, à partir du moment où vous avez des objets connectés ou des ressources en général à partager entre plusieurs utilisateurs, eh bien, c'est un protocole qui va vous permettre de faire tout ça. Donc, d'autres exemples d'utilisation d'UMA, le partage de dossiers médicaux entre professionnels de santé, typiquement. Donc, vous voulez pouvoir, vous, en tant qu'utilisateur, contrôler quel professionnel de santé a accès à quelle information de vos dossiers médicaux. UMA permet de faire ça. Si vous êtes fournisseur d'un site web, vous voulez partager des ressources ou permettre à vos utilisateurs de partager des ressources, eh bien, UMA, en fait, ça va être le protocole sous-jacent au bouton partager, qui va justement permettre à l'utilisateur d'avoir un tableau de bord, de choisir, en fait, voir ses ressources et puis choisir ce à quoi il donne accès à qui, pendant combien de temps, avec capacité à révoquer. UMA, ça permet aussi de mettre en place des services de type Authorization as a Service. Donc là, c'est plus le cas où vous êtes fournisseur de services et puis donc, vous voulez rajouter une fonctionnalité dans votre offre pour permettre à vos utilisateurs de partager des ressources qui seraient stockées sur votre site. Voilà. Donc, si on compare UMA à OpenID Connect et OAuth 2, c'est une sorte d'extension en fait, UMA, c'est-à-dire que ça utilise les jetons OpenID Connect et OAuth 2. Et par contre, contrairement à OpenID Connect et OAuth 2, qui en fait sont des protocoles mono-utilisateurs, où vous avez par exemple une application mobile qui va accéder à des ressources sur votre site Flickr par exemple, avec UMA, en fait, on va mettre en jeu plusieurs utilisateurs, l'un contrôlant en fait les ressources et le partage de ces ressources. Autre chose que UMA va permettre, c'est de centraliser en fait la gestion de ces ressources. Plutôt que d'avoir un serveur chez Google, un serveur chez Twitter et ainsi de suite, là vous mettez en place un serveur centralisé depuis lequel en fait les utilisateurs vont pouvoir contrôler l'ensemble des ressources qu'ils possèdent. Voilà. Ce qu'apporte également UMA, c'est de la granularité dans les ressources en fait, que vous partagez. C'est-à-dire que c'est plus seulement je donne l'accès en lecture ou en écriture, mais ça va être la capacité à dire je veux donner la capacité à télécharger, la capacité à transmettre des informations, et puis également la capacité à choisir le mode d'authentification que l'utilisateur doit utiliser, suivant la ressource accédée. Donc ça peut aller du mot de passe simple à des moyens beaucoup plus sophistiqués, des OTP, SMS et autres. UMA prévoit aussi nativement la capacité à notifier les gens qui possèdent des ressources lorsque d'autres personnes veulent accéder à ces ressources. Donc, ce qui permet en fait d'avoir des cas d'usage déconnectés où une personne tente d'accéder à vos ressources alors que vous n'êtes pas connecté au même moment. Ce que ne permet pas de faire OpenID Connect ou OAuth 2. Donc pour ça, c'est aussi pratique. Voilà, donc en termes de spectre d'autorisation, on retrouve les autorisations classiques du web, mais en réalité, c'est un protocole qui est beaucoup plus générique, dans lequel on peut définir des scopes qui permettent en fait vraiment de définir le type de droit sur la ressource. Ça peut être ouvrir une porte, ça peut être démarrer une voiture, ça peut être télécharger un document. C'est totalement générique à ce niveau-là, et du coup, ça permet des spectres d'utilisation extrêmement larges. Bon, ça c'est un petit exemple d'interface proposé à l'utilisateur depuis son tableau de bord où voilà, il peut voir son carnet d'adresses Google, en fait, son agenda, son wall Facebook et ainsi de suite. Et puis donc il va pouvoir contrôler qui a accès à quoi pendant combien de temps. Et tout ça via des protocoles standards et une plateforme unique. Donc du point de vue des fournisseurs de services, c'est quelque chose qui va quand même améliorer la confiance puisqu'en fait vous exposez des ressources, vous permettez aux utilisateurs de partager leurs ressources mais via un protocole standard. Donc si on résume en fait ce qu'apporte UMA, pour l'utilisateur, ça rend l'ingérable gérable, puisqu'en fait vous allez pouvoir avoir autant de ressources que vous voulez et en centraliser la gestion. C'est beaucoup plus simple que si vous devez aller individuellement vous connecter sur chaque site pour décider de qui a accès à quoi. Donc on donne à l'utilisateur un contrôle sur ses partages. On peut avoir une gestion très fine, du fait que la notion de droit elle est complètement générique et paramétrable. Et puis, de ce fait, on rend l'utilisateur beaucoup plus autonome, puisque à tout moment, l'utilisateur qui partage des ressources peut décider de ne plus les partager. Donc, il a vraiment un meilleur contrôle sur ces informations. Et c'est valable également pour l'IoT, puisque UMA s'applique également au projet d'IoT. Pour un fournisseur de services,
Le fait d'utiliser UMA, ça permet d'être perçu comme un tiers de confiance, hein, un petit peu comme quand vous utilisez un site HTTPS qui est certifié par une autorité bien connue. Là, c'est un petit peu la même chose avec UMA. On utilise un protocole standard qui a été ratifié et prouvé. Du coup, c'est quand même un gage d'une sécurité minimale. Ça vous permet aussi, en tant que fournisseur de services, d'avoir des données sur vos utilisateurs qui soient à jour et précises, puisque les utilisateurs, à tout moment, ils ont contrôle sur leur profil, sur les informations qu'ils partagent. Ils peuvent les éditer. Et donc, par conséquent, vos données, vos bases utilisateurs sont potentiellement plus pertinentes. Confidentialité et partage sont mieux contrôlés. Donc ça peut être aussi perçu comme un avantage compétitif. Vous pouvez valoriser le service, puisque vraiment UMA, ça peut vous servir à offrir du partage, ce qui n'est pas forcément le cas nativement. Vous ouvrir à de nouveaux partenariats. Et puis, dernière chose, c'est une technologie qui est facile à intégrer, c'est open source, c'est du REST, c'est du JSON, c'est du JWT. Il n'y a vraiment rien de mystérieux là-dessous. Et puis, ça s'appuie sur des jetons OAuth2, OpenID Connect, donc qui sont déjà bien connus des développeurs. Donc, c'est des technologies que l'on peut acquérir relativement simplement. En termes de technique, vous voyez, c'est un petit peu, pas la guerre des étoiles, mais pas loin. Il y a des flux un petit peu dans tous les sens. Donc le principe, c'est qu'on a une personne qui possède des ressources, une personne qui veut accéder à ces ressources. Entre les deux, un ou plusieurs serveurs qui possèdent des ressources, et puis un serveur qui gère de façon centralisée l'ensemble des autorisations. Donc la cinématique, c'est pour la personne qui possède les ressources d'aller les déclarer auprès du serveur d'autorisation. À la suite de quoi, donc quelqu'un va pouvoir demander à accéder à ces ressources. On va lui générer en fait un jeton temporaire qu'il va pouvoir échanger contre un jeton d'accès. Donc les différents jetons que vous voyez sur le schéma en fait, sont soit des jetons OpenID Connect, soit des jetons OAuth2 suivant les cas de figure. Toutes les cinématiques standards OAuth2 et OpenID Connect sont supportées. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment tous les cas d'usage possibles, imaginables, qu'il s'agisse de connexion inter-utilisateur, inter-application, utilisateur-application. Et voilà, tout ça étant bien sûr extrêmement transparent pour l'utilisateur, parce que la plupart des flèches ce sont des redirections, donc ils sont totalement invisibles pour l'utilisateur. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans le détail du protocole parce que j'en serais incapable d'abord. Et puis, éventuellement, je pourrais répondre quand même à certaines de vos questions à ce sujet-là. Si vous voulez voir d'autres démos de ce que fait ForgeRock dans ce domaine-là, vous pouvez aller sur forgerock.fr, vous verrez des démos dans le monde de l'urbanisme, donc des villes connectées par exemple, ou bien dans le monde médical, ou encore dans le monde de la domotique. Et puis si vous voulez plus d'informations sur UMA, c'est un projet open source, et donc le site OpenUMA, il y est consacré. Et là vous pourrez trouver des exemples d'intégration, des exemples de code, et puis différents exemples de ressources aussi sur ce sujet-là. Merci.